Alain Berthaud est professeur à l'Université de Paris 8. Il est directeur de la Maison des sciences de l'homme MSH Paris-Nord. Et depuis plusieurs années, il s'intéresse à la question des différentes formes de violence dans le contexte des banlieues françaises, à ceux des émeutes, à la question du djihad, à la situation des jeunes dans les banlieues françaises. Il est l'auteur de plusieurs livres importants, en particulier Nous autres, nous-mêmes, ethnographie politique du présent, et cette question du présent va revenir certainement dans sa conférence, Le temps des émeutes et plus récemment Les enfants du chaos, tous des livres absolument fascinants. Et à travers ces livres, toujours, c'est la question des jeunes qui traversent ces ouvrages. C'est aussi, plus récemment, une réflexion sur la question musulmane en France et en particulier sur le djihad. Il tente de poser de manière originale ce que serait finalement une anthropologie et des sciences sociales, parce que je crois que sa manière de pratiquer l'anthropologie réverbère sur les sciences sociales aujourd'hui. Il développe pour cela un blog passionnant que je vous conseille de fréquenter, Anthropologie du temps présent. Il a fait plusieurs terrains en France, au Sénégal et au Brésil, connectés, et non pas disconnectés. Et plus récemment, il a contribué à créer un observatoire sur la question des jeunes, de la radicalisation. Alors, je lui laisse maintenant la parole et très certainement que par rapport à la table ronde que nous avons eue hier et qui questionnait ces relations entre histoire et mémoire, qu'on aura des propositions contrastées aujourd'hui. Voilà. Merci de m'avoir invité déjà. C'est toujours avec plaisir que je viens. Cette fois-ci, vous m'avez donné beaucoup de travail parce que en 30 minutes, essayer d'exposer ce que peut être à la fois la nécessité et les nécessités méthodologiques et épistémologiques d'une anthropologie du présent, c'est quand même un sérieux pari. Je voudrais commencer par vous lire un texte qui n'est pas d'Orwell, mais qui est d'un auteur au moins aussi connu, qui résonne, à mon sens, assez fortement dans les temps que nous vivons. Et la question des temps que nous vivons sera le fil rouge de mon propos, qui sera en 4 volets à peu près. Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera de disparaître. Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes soient encore bien loin d'être terminés, déjà, on ne saurait comparer ces œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'Antiquité la plus reculée. Je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est le dernier paragraphe de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, écrit en 1835. Je trouve que cette dernière phrase, l'esprit, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, résonne étrangement et interroge particulièrement un chercheur qui aujourd'hui est anthropologue et a une formation d'historien, donc est quand même particulièrement sensibilisé au fait que le passé devrait éclairer l'avenir. Un philosophe, Jacques Rancière, a récemment écrit un petit livre qui s'appelle « En quel temps vivons-nous » Moi, la question du temps, ça me préoccupe comme historien, justement. Je me suis aperçu finalement que j'étais toujours resté un peu historien. Et en quel temps vivons-nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous analyser les temps que nous vivons, pas seulement dans ce qui en sont les origines, mais en essayant de voir de quoi nous sommes l'origine. Qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de naître? Et Jacques Rancière, dans ce petit livre, parle d'un temps auquel l'histoire n'a fait aucune promesse, ni le passé légué aucune leçon. Devant la sidération auquel... Il faudrait revenir en arrière, là. Voilà. La sidération
dont nous avons tous été les acteurs muets et bouleversés devant un certain nombre d'événements qui ont eu lieu depuis le début du siècle, on a un petit peu l'impression de vivre dans une époque complètement incompréhensible et dans un chaos géopolitique, subjectif, intellectuel, un chaos qui nous choque comme citoyens, qui nous choque comme habitants de cette planète dont le compte à rebours semble compter, qui nous choque aussi comme historiens, quand on est confronté au présentisme exacerbé qui nous entoure et qui anime nombre de débats et d'actions publiques aujourd'hui. Donc, dans quel temps vivons-nous ? Peut-être, comme dit Georges Ballandier dans un livre qui s'appelle « Le désordre », le chaos que nous constatons, il est d'abord dans nos têtes. C'est-à-dire peut-être que nous n'avons pas exactement les bons outils pour analyser ce qui se passe et que nous ne sommes pas assez de ce temps. Vous savez, vous connaissez cette expression de mon temps. À partir de l'âge de 40 ans, on commence déjà à la dire. À partir du moment où on n'est plus dans la génération qu'à 20 ans. C'est une expression tout à fait singulière quand on y réfléchit, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut vivre chronologiquement dans un temps et ne pas être subjectivement et intellectuellement de ce temps-là. C'est-à-dire que dans le temps chronologique, il y a des temps subjectifs différents. Il y a un temps chronologique continu et immuable, et qu'il y a dans l'histoire humaine, dans la subjectivité humaine, dans la façon d'aborder les événements, des temps qui, eux, sont discontinus, disjoints. Pour le dire de façon plus savante que nous ne le disons quand nous disons de mon temps, il y a dans l'histoire, c'est une thèse à laquelle j'adhère complètement, des séquences. Et une discontinuité des séquences que Michel Foucault appelle des épistémés. Il y a des périodes qui se comprennent et qui se développent dans un espace intellectuel de compréhension, un lexique, une façon de poser les débats qui sont propres à cette période, et nous passons d'une période à une autre dans l'histoire humaine, pas souvent, mais ça arrive, de façon très brutale. C'est ce à quoi a été confronté Alexis de Tocqueville à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. L'arrivée de ce qu'on appelle la modernité. L'hypothèse que je vous propose, c'est que nous sommes dans une période comme ça. Nous sommes aujourd'hui dans une période de passage d'une épistémée à une autre, période qui a commencé il y a une trentaine d'années, qui est particulièrement déroutante parce que toute une série de repères politiques, scientifiques, intellectuels qui étaient les nôtres dans cette fameuse modernité ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous continuons à essayer d'analyser notre présent, ce qui nous arrive, avec des outils intellectuels qui ont fait leurs preuves, indéniablement, mais qui sont ancrés dans la période précédente. Alors, quelques chercheurs nous mettent en garde. Je pense par exemple à Ulrich Beck dans La Société du risque, qui disent qu'il faut s'affronter aux théories et aux habitudes de pensée que la post-modernité, ce post a justement prolongé au-delà d'elle-même. Mais les chercheurs peuvent être avertis. Les plus avertis de ces changements d'épistémée et de ce bouleversement dans le lexique, dans les énoncés, sont en général les artistes ou les écrivains. C'est pour ça que c'est eux que je vais convoquer dans un premier temps. Je ne sais pas si vous avez lu La Cité de Verre de Paul Auster, mais il y a un épisode formidable de Stillman qui fait le tour de Manhattan et qui ramasse des objets cassés. Et en disant, mais l'auteur lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Je fais un dictionnaire. Je fais un dictionnaire parce qu'on a besoin de nouveaux mots. Parce que les mots qui désignaient les objets qui fonctionnaient ne peuvent plus être utilisés pour désigner les mots les choses qui ne fonctionnent plus. Les mots et les choses, c'est Foucault. Là, c'est les parapluies, c'est les cafetières cassées. Italo Calvino,
dit quelque chose qui me semble tout à fait, là aussi, raisonner. À propos, c'est une ville qui s'appelle Agloré. C'est le premier chapitre des villes invisibles. Alors là, c'est un livre de 72. Hein. Et on voudrait pouvoir dire ce dont il s'agit. Mais tout ce qui auparavant a été dit emprisonne nos mots et nous oblige à répéter plutôt qu'à dire. Or, il y a des mots aujourd'hui. Quelques mots, je vais en prendre 3, qui sont apparemment les mêmes mots qu'avant, mais qui ne désignent absolument plus la même chose. Prenons le mot guerre. Le mot guerre, aujourd'hui, c'est plus du tout la guerre clausewitzienne. C'est plus une guerre en trétard qui se déclare à un moment donné, c'est-à-dire qu'on passe d'un état de paix à un état de guerre et qui ensuite s'arrête, il y a la paix, on négocie et on impose la paix du vainqueur. Quand a-t-on déclaré la guerre en Syrie? À qui? Quels sont les buts de guerre? Quelle est la paix qu'on veut imposer? Qui va gagner? On n'en sait rien du tout. On est dans une logique de police, pas du tout dans une logique clausewitzienne. Le but n'est plus aujourd'hui d'imposer la paix, mais d'anéantir le mal. On est dans une logique de police, comme Giorgio Agamben l'avait diagnostiqué dès la première guerre du Golfe. Du coup, deuxième mot, la paix. La paix est aujourd'hui un mot problématique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des États, ceux qui ont le monopole de la violence légitime, qui disent que la paix nécessite la guerre, c'est-à-dire que pour avoir la paix, il faut faire la guerre, comme le fait aujourd'hui Tsahal à la frontière de Gaza, quelle est la différence entre la paix et la guerre? Le mot paix, la notion de paix elle-même, peut aujourd'hui complètement disparaître. Et j'en ai eu l'expérience dans un certain nombre de confrontations avec des jeunes. Le mot radicalisation, pour prendre un mot plus récent, qui s'impose à nous d'un point de vue politique, journalistique, mais aussi scientifique, en raison de la manière dont s'organisent les recherches aujourd'hui en France sur ces questions-là, est un mot qui est un mot nouveau, qui n'a absolument pas le même sens que le même mot de radicalisation ou de gauche radicale il y a seulement 5 ou 6 ans. Le basculement a été rapide. Donc nous avons une historicité des mots. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'historicité de nos concepts aussi. Parce que les concepts des sciences sociales qui nous ont permis si bien d'analyser, en sociologie, en anthropologie, la modernité, eh bien, ces concepts aujourd'hui, il n'est pas certain qu'ils soient efficaces, mais surtout, il ne faut pas qu'on oublie leurs origines. Ces concepts ne sont pas nés dans les académies. Social, lutte des classes, conflit, ce sont des mots de la langue naturelle, tels qu'ils ont été utilisés dans leur époque, tels que leur époque a rompu la polysémie, parce que la langue naturelle a des mots qui sont polysémiques. Dans l'usage naturel, on rompt la polysémie. Et on a ainsi un dispositif d'épistémé. Que font les scientifiques? Que font les juristes? Ils cristallisent la rupture de polysémie par la définition. Des concepts et des catégories, ce sont des mots dont la polysémie a été officiellement et de façon publique rompue. Mais ça existe. Et c'est à partir de la rupture de polysémie dans la langue naturelle du temps, qui est le nôtre, que ces concepts sont nés. Donc si nous voulons avoir les bons concepts aujourd'hui et les bonnes catégories pour analyser notre temps, il nous faut faire une enquête sur les mots du temps et travailler sur les mots du temps. Il faut passer à la... Donc il faut penser notre temps et penser la culture populaire, la culture ordinaire, la pensée ordinaire, comme un terrain de l'anthropologie. C'est quelque chose qui est finalement pas totalement choquant pour des anthropologues. C'est ce que nous proposait de faire Geertz. Voilà. La question est de savoir quel est l'objet exact
Oui, je voulais quand même rappeler quelques références historiques sur ce que je venais de dire avant. J'avais oublié ce slide qui est quand même notre maître à tous, qui a bien souligné que, au grand désespoir des historiens, c'est le début de la phrase, ce n'est pas parce que les hommes changent de mœurs qu'ils changent de vocabulaire. Cette question du changement du sens des mots est une question que nous connaissons bien. Donc, je reviendrai après là-dessus. Voilà. Donc, c'est une... On va prendre la suivante. Voilà. C'est donc une démarche que l'anthropologie connaît bien, mais quel est notre objet? La question de faire de l'anthropologie du contemporain a été longtemps abordée dans la discipline de façon assez hypocrite, comme une façon de renvoyer l'exotisme au passé et de dire qu'à partir du moment où on faisait de l'anthropologie des terrains modernes, et donc si on passait de l'Afrique à l'Europe, par exemple, on passait du passé au présent. Voilà. Il y a eu beaucoup de dénégations, mais il n'empêche que c'était quand même ça qu'on avait un peu en tête. Alors, Georges Ballandier, quand il écrit l'anthropologie des mondes contemporains, c'est pas exactement ça qu'il dit. Soyons honnêtes, il faut lui rendre sa réflexion. Il dit, c'est qu'on a quand même un nouvel objet qui est qu'il y a une rupture. Il n'y a plus de grand partage entre les terrains exotiques et les terrains modernes. Il y a la mondialisation. Donc nous y voilà, nous sommes dans la mondialisation. Mais est-ce que ça nous suffit pour identifier le terrain actuel? Et puis surtout, c'est une enquête dans la mondialisation. Entendons-nous bien. Ce que je vous propose de partager avec moi, c'est la conviction que dans anthropologie du contemporain et anthropologie des mondes contemporains aujourd'hui, la question du contemporain n'est pas simplement une question de datation ou de temporalité de l'enquête, c'est l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est contemporain? C'est la raison pour laquelle vous avez vu passer rapidement la couverture du livre de Giorgio Agamben qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» Qu'est-ce qui est contemporain aujourd'hui? C'est ce qui est obscur. Moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand on a fait les entretiens, vous allez lire les entretiens, vous allez regarder une fois, deux fois, et la troisième fois, vous ferez très attention à toutes les phrases dans les entretiens que vous avez passées la première fois parce que vous ne les compreniez pas. C'est-à-dire tous les trucs qui ne réussissaient pas à rentrer dans vos cases de pensée. Les phrases curieuses, un peu problématiques. C'est là que je dis, c'est là que la pensée du contemporain, elle commence à apparaître. C'est-à-dire dans des ruptures de polysémie des mots, dans des énoncés qui disposent d'une pensée de ce contemporain qui ne nous est pas évidente. Et comme dit Agamben, au fond, contemporain, c'est celui qui prend en plein visage le faisceau de ténèbres qui monte de notre temps. Alors, on va revenir, on va continuer la suivante. Il y a quelqu'un qui s'est un petit peu penché sur cette question et que j'aime beaucoup lire, qui est Arjuna Padurai. Et Arjuna Padurai dit la mondialisation, ça se traduit notamment par la mondialisation de la connaissance, de l'information. Mais il rajoute assez vite, le problème, c'est que la mondialisation de la connaissance ne s'est pas complètement accompagnée à la même vitesse d'une connaissance de la mondialisation. C'est-à-dire que nous connaissons des choses, mais nous ne connaissons pas nous en train de connaître. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer dans ce processus-là. Il est évident qu'une des caractéristiques du temps objectif, du temps que nous vivons, c'est que sur le plan de la diffusion et de la production de connaissances, nous sommes rentrés dans une phase d'une productivité, d'une rapidité absolument sidérante, qui fait que je travaille assez facilement avec le philosophe Bernard Stiegler. On a un projet en cours de travail, de recherche-action sur le territoire de Saint-Denis. Je travaille assez facilement avec lui parce que son hypothèse, qui est que nous vivons une disruption, me semble tout à fait heuristique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend que
dans les grandes révolutions anthropologiques que l'humanité a connues, la révolution néolithique, changement complet dans le mode de production, l'imprimerie, changement complet dans le mode de communication et de diffusion des savoirs, la révolution numérique, elle est puissance 10. D'abord parce qu'elle touche les deux domaines, la production et la diffusion du savoir. Et que du coup, il y a un auto-allumage de la production des connaissances qui fait qu'il y a des machines elles-mêmes qui finissent par produire des connaissances et que donc nous produisons, l'humanité produit une capacité de connaître et de produire à travers les connaissances beaucoup plus rapidement que l'humanité n'est capable de penser ce qu'elle est en train de faire. Donc là, nous sommes devant quelque chose de tout à fait nouveau, de quelque chose qui, à mon avis, il faut enquêter là-dessus, mais c'est une hypothèse de travail, explique la panique du point de vue de la recherche du sens et de la recherche identitaire que l'humanité connaît aujourd'hui. Cette recherche éperdue de sens, la reconfessionnalisation générale, cette remontée du religieux, à un moment où la science semble pouvoir tout maîtriser. Cette panique identitaire qui conduit à des affrontements de plus en plus nombreux entre les gens eux-mêmes, je peux vous le dire parce que je regarde les émeutes tous les matins, tout ça n'est pas sans rapport avec cette objectivité de la situation dans laquelle nous sommes, qui est que nous sommes dépassés par nous-mêmes. Et dépassés par nous-mêmes au point que la logique de ce que nous avons lancé n'est pas forcément totalement maîtrisée et que ce n'est pas complètement sans rapport avec le fait que le compte à rebours est commencé. Ça explique aussi cette situation tout à fait paradoxale des discours autorisés, parce que nous avons des mots et nous avons un discours sur le monde qui, aujourd'hui, prend tout l'espace des débats publics, et où on va trouver le mot guerre, tel que je vous l'ai proposé tout à l'heure, où on va trouver le mot radicalisation, tel que je vous l'ai... et puis on va trouver beaucoup d'images. Donc, une mise en spectacle lexicale et picturale du réel, qui est celui des États, et qui a d'autant plus de succès c'est une mise en ordre, que c'est d'autant plus de succès qu'il ne rencontre plus aujourd'hui, contrairement à la période moderne, aucun contre-discours. Il a, de ce point de vue-là, non pas le monopole, l'État n'a plus le monopole de la violence, mais en tout cas, il a le monopole de la parole et du spectacle légitime, dans le temps où il est lui-même atteint par la disruption dont je parlais. Dans le temps où il est lui-même de plus en plus incompétent face à ce qui est en train de se passer dans la sphère de la connaissance, dans la sphère de la production et dans la sphère de la communication. Prenez l'affaire Facebook. Tous les discours du monde, l'affaire Facebook, tous les discours du monde aujourd'hui et tous les discours officiels, j'entendais même notre chantre d'extrême droite, Marine Le Pen, s'en mêler hier soir sur TV5. Tout ça est basé sur une incompréhension, une incompétence profonde du personnel politique sur les conditions techniques dans lesquelles les choses se passent. Donc, sur la réponse législative technique qu'il faudrait apporter. Il y a monopole de discours et incompétence. Ce qui n'est pas sans créer quelques réserves, sinon quelques agacements, voire quelques révoltes des gens, en particulier, face à ce discours omniprésent et omni-incompétent. C'est-à-dire qu'il y a un des phénomènes mondiaux auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est que ce discours de l'État, s'il ne trouve personne à qui s'opposer, ne trouve pas beaucoup de gens à convaincre. C'est-à-dire qu'il y a un doute profond sur toute parole autorisée, toute parole à partir du moment où elle est autorisée, y compris la parole scientifique. Et une recherche éperdue de vérité qui se traduit dans la situation dans laquelle nous sommes et avec
les outils formidables que nous avons, par exemple par la généralisation du complotisme. C'est aussi une recherche de vérité. Et tous ces débats sur les fake news. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à chercher là-dedans? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce domaine-là, ce que produit l'État comme lexique et comme image, ça fait partie du champ d'une anthropologie du contemporain. Ça fait effectivement partie de l'épistémé, mais ça ne peut pas se résumer à ça. Donc, il va falloir nous donner quelques programmes de recherche qui nous sortent du champ institutionnel, qui est un champ pour le moins miné, et en tout cas assez peu efficace dans la compréhension du monde. Je reviens donc à cette idée d'enquête sur les mots. Et enquête sur les mots, enquête sur les images, enquête sur les répertoires. Ces trois champs, je les aborde dans mes recherches. Je vais vous parler de l'enquête sur les mots, parce que c'est peut-être le plus facile à mobiliser comme dernier volet, j'arrive à la fin, de ma conférence. C'est l'idée que dans le langage populaire, parfois, il y a effectivement émergence de mots qui sont des mots de l'époque et dont la polysémie a été rompue de façon partagée et qui nous permettent de comprendre des choses. Il se trouve que, d'expérience, la meilleure production d'énoncés de ce type, quand on interroge des jeunes sur la situation dans des cités de France ou dans des favelas au Brésil ou dans la banlieue de Dakar, comme je l'ai fait, c'est dans la situation, non pas où ils sont en train de décrire pour nous leur situation, mais dans les moments où ils sont en train de contester la situation et d'essayer de penser autre chose. C'est-à-dire que c'est dans la recherche du possible, dans ce que Agamben aurait appelé l'arché. Il disait, Agamben, dans le contemporain, ce qu'il faut chercher, c'est l'archaïsme. Non pas l'archaïsme au sens où ça nous vient du passé, mais ce qui sera l'archaïsme plus tard, c'est-à-dire le point d'ancrage de quelque chose qui est en train de s'ouvrir, d'un possible. Alors il y en a plein des points d'ancrage. Certains se réaliseront. C'est ça le possible. Donc c'est dans la question du possible que se mobilise le mieux la pensée, et une pensée un peu conceptuelle. Les jeunes de Grigny, avec lesquels on a travaillé, on les a même fait travailler sur des textes, produire des textes sur la situation et comment il faudrait y remédier, sur la police, sur la prison, etc. C'est-à-dire, mais au mot de l'État, qu'est-ce qu'il faut contre les mots de l'État? La question, c'était des mots vécus. Et il faut des mots qui ne soient justement pas du spectacle, mais qui s'ancrent dans une réalité. Et qu'est-ce qu'ils appelaient des mots vécus? Alors, ces textes, on a fait le premier énoncé, pas de vérité, pas de justice, il date de 2008, 2009 exactement, parce qu'on avait amené ces jeunes à produire des textes qui sont venus exposer et expliquer dans un colloque universitaire à Paris 8, devant un parterre universitaire. C'est-à-dire qu'on avait donné une légitimité, mais ça a nécessité des mois et des mois de travail avec ces jeunes. Et une des questions, enfin, un des fils rouges de ces mots vécus, c'était la question de la vérité. Voilà, justement. En disant, au fond, ce dont on souffre, bien sûr, on souffre du chômage. Bien sûr, il y a la pauvreté. Bien sûr, mais il y a les discriminations, il y a les violences policières. Mais le pire de tout, c'est qu'on parle mal de ce qu'on vit. C'est-à-dire que le discours officiel n'est pas vrai. La vérité n'est pas là. Et que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice. Et donc la question de la justice est indexée à la question de la vérité. Excusez-moi, mais ça travaille le concept un peu quand même. Voilà. Et du point de vue, pour nous faire sortir d'un certain nombre de catégories sociologiques qui étaient celles d'un certain nombre de nos collègues qui étaient en face, c'était assez rafraîchissant.
on va dire. Voilà. Et on voit que ce sont la question de la justice et de la vérité, c'est quelque chose qui anime les mobilisations. Et on l'a sous le nez. On l'a sous le nez dans les mobilisations des jeunes. L'autre énoncé qui m'avait frappé dans les enquêtes qu'on a faites après des émeutes, parce qu'il y a eu un grand débat en France après les émeutes de 2005, il faut savoir si c'était politique ou non. Alors, vous savez, quand on fait une enquête sur les mots et qu'on a des mots qui nous posent problème, il y a un point de méthodologie, le plus simple, c'est de demander aux gens ce qu'ils pensent du mot. Voilà. Donc, on a demandé à des jeunes qui avaient brûlé des voitures si c'était politique. Eh bien, au grand désespoir d'un certain nombre de nos collègues pourtant progressistes, ils nous ont dit pas du tout. C'était pas du tout politique. On voulait juste dire quelque chose à l'État. On apprend 3 choses dans cette phrase. La première, c'est que le concept d'État, il est bien présent et qu'il mérite d'être creusé. La deuxième, c'est que les émeutes, contrairement à ce qu'un certain nombre d'autres collègues moins progressistes disaient quelque chose. Il y avait un propos à travers les émeutes, un propos en acte à travers un répertoire. Et la troisième chose, c'est que la politique ne servait strictement à rien pour dire quelque chose à l'État. Et donc que la politique, le mot politique tel qu'il a eu son heure de gloire au XXe siècle, comme désignant une capacité collective à porter des exigences, de demander de la justice, voire agir sur l'État, était carbonisé. Absolument carbonisé. Ben, cette phrase-là, si vous voulez, moi je l'ai eue en tête au moment du printemps arabe. Dans ce qui s'est passé en Tunisie, dans ce qui s'est passé en Égypte, là où ça a fonctionné, même si c'est en Égypte, ça n'a pas fonctionné longtemps. Là où ça a fonctionné, on a eu affaire à des soulèvements qu'on a appelés des révolutions, mais qui n'étaient pas des révolutions au sens du XXe siècle, puisqu'on a eu des soulèvements d'une puissance considérable, qu'on met à bas des pouvoirs et qui surtout, n'ont pas pris leur place. Surtout, n'ont pas fait de politique. Et on laissait la place à ceux qui en faisaient, c'était des professionnels, il faut des professionnels pour ça, donc des gens qui revenaient d'exil, etc. Donc dans l'inachevé du printemps arabe, il y a quelque chose qui s'explique à travers la façon dont le mot politique, dire quelque chose à l'État, est exprimé par des jeunes de la Grande Borne ou de Seine-Saint-Denis en 2005. Donc ça m'amène à une deuxième considération, c'est celle-là. Et avant-dernière considération de ma conférence, c'est que dans cette enquête sur les mots, les enquêtes multisituées, telles que je les ai opérées, nous apprennent qu'il n'y a pas de global et de local aujourd'hui. Il n'y a que du local, et dans ce local, il y a du commun. Le global n'est pas en dehors du local. Il y a du commun. Il y a un réseau mondial de commun qu'on voit fort bien et de façon évidente à travers l'expression picturale du contemporain, c'est-à-dire le street art, les murs. Regardez les murs, il y a à la fois de la singularité locale et pourtant il y a quelque chose, voilà, un rapport à la ville, un rapport à une forme d'expression de la conflictualité ou de la tension ou de la polémique, de la situation urbaine dans laquelle on est, qu'on retrouve sur tous les continents. C'est vrai aussi à travers les mots. C'est vrai aussi à travers les mots. Il y a quelque chose qui aujourd'hui fait commun sans même savoir qu'il fait commun, parce que les jeunes en question ne savent pas forcément à Dakar, à Rio et ailleurs qu'au fond ils pensent pareil. Alors des fois ça s'entend, le mot dégage par exemple, qui a été le grand mot du printemps arabe, se retrouve sur le mouvement des taxis contre Uber en France et dans les manifestations contre Macron. Voilà. Mais ce n'est pas simplement une expression rapide, c'est-à-dire c'est un rapport à l'État, effectivement. Et c'est un rapport à l'État qui ne fait pas
qui ne fait pas forcément peuple prenant le pouvoir. Ça faudrait le dire à certains de mes concitoyens qui pensent que le dégagisme est une façon de faire de la politique. C'est autre chose, c'est un rapport à l'État, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le dernier programme de recherche, il ne faudrait pas que j'oublie. Le dernier point, voilà. Le dernier point qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il faut prendre le présentisme aujourd'hui comme un fait de notre temps et comme un objet d'étude, et éventuellement aussi peut-être comme un obstacle à surmonter, mais en le surmontant à partir de la situation actuelle. Le présentisme, il s'affiche sur les murs. Ce slogan-là qui a été écrit sur un mur, on l'a retrouvé sous différentes formes. Des fois, c'est à cause de l'indifférence générale, demain est annulé, ou en raison de l'indifférence générale, demain est annulé. Ou on a eu sur les murs de Nanterre, c'était sur le premier slide, aussi une autre fin du monde est possible, au printemps dernier. Donc la question du futur et la question du possible est une question centrale aujourd'hui et qui doit être une question centrale dans nos enquêtes. C'est ce à quoi nous invite encore Arjuna Padurai dans son dernier livre qui s'appelle The Future as a Social Fact, qui a été très très mal traduit en français, mais comme d'habitude chez Payot, ça parle de la condition de l'homme global. Mais cette question du futur qu'on retrouve aussi dans les préoccupations et le travail de Michel Agier dans ses enquêtes situationnelles, donc c'est un objet à travailler en cours d'enquête et à travailler en cours d'enquête avec des sujets qui ne soient pas simplement des objets d'enquête, mais qui soient des partenaires de l'enquête, parce que c'est eux qui ne vont pas seulement être des informateurs, mais des co-rédacteurs du lexique du contemporain dont nous avons besoin, cette trame invisible du monde dont parle Mondher-Kilani dans un livre c'est aussi sur l'anthropologie du contemporain, et qui pourra peut-être nous restituer notre liberté intellectuelle face à ce qui nous arrive.